Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Françoise Vergès. Françoise Vergès est chercheuse, historienne et politologue féministe et antiraciste. Ancienne présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage et présidente du collectif Décoloniser les arts, elle est l'autrice de nombreux ouvrages importants, dont L'homme prédateur, ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps, ou plus récemment, un féminisme décolonial. C'est pas la question d'être un raciste ou pas, c'est le comment la racialisation est structurellement dans la République, vous voyez, même dans la forme de l'État. Sa perspective décoloniale invite à une analyse large et systémique du monde et de ses rapports de force, à la lumière de l'héritage du colonialisme et de l'esclavage, qui ont permis l'émergence du capitalisme et ont façonné très profondément nos sociétés. Qui nettoie le monde, ce sont les personnes racisées. Que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud qui reçoivent tous les déchets des pays du Nord. Nous avons parlé de capitalisme, de racisme, de féminisme décolonial et d'écologie. Qu'est-ce que vous faites chaque jour contre le racisme ? Chaque jour, là dans votre vie où vous êtes. Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un moment ensemble pour discuter donc de votre regard sur la période que l'on vit et depuis le début de cette crise sanitaire et puis comment la perspective décoloniale qui est la vôtre et en particulier celle du féminisme décolonial peut permettre d'éclairer les enjeux sociaux et politiques actuels. Donc évidemment il y a beaucoup à dire sur toutes les semaines et les mois qu'on vient de vivre, mais est-ce que d'abord il y a un point qui vous a particulièrement marqué depuis le début de la crise ? Je pense que ce sont les politiques gouvernementales qui m'ont le plus le virus n'était pas une surprise ou un étonnement. Des virus, il y en aura encore. Des pandémies, il y en a eu, il y en aura. Il faut évidemment qu'on puisse se protéger le mieux possible, mais ça a été la réaction des gouvernements qui m'a le plus frappée et l'éclairage vif qui a été mis sur la pauvreté et la précarisation dans laquelle des millions de personnes, des milliards de personnes vivent sur la Terre, mais comme ça tous les jours et qu'on est quand même plusieurs à s'en rendre compte, mais là c'était vraiment, vraiment rendu visible. Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappée et dès lors aussi le désir des gouvernements de maîtriser tout ce qui se passait et de chercher des réponses technologiques. Ouais, d'ailleurs on a vu que hier, je crois, ils ont validé l'application Stop Covid, qui n'est pas franchement une très bonne nouvelle pour la démocratie et les libertés individuelles. Voilà. Je voyais chaque jour, si vous voulez, que ce soit depuis les attestations pour sortir, qui sont totalement anticonstitutionnelles, enfin, toute une série de mesures qui étaient prises au fur et à mesure, sous prétexte de nous protéger et de se protéger, et qui étaient en fait de plus en plus de surveillance et de contrôle, de mesures de contrôle et de surveillance qui se mettaient en place, et qui qui sont déjà là depuis plusieurs années. Nous sommes alertés, plusieurs personnes nous alertent sur ce qui se passe, et comment tout cela en fait est en lien avec toutes les autres formes d'oppression, c'est-à-dire et de domination. Donc, comment nous pouvons analyser tous ces enchevêtrements de domination qui se mettent en place. Alors, du coup, pour en venir donc à votre perspective décoloniale, donc je vais tenter une définition rapide et peut-être vous me corrigerez. Donc, c'est une perspective qui cherche à analyser le monde et les rapports de pouvoir à la lumière de l'héritage très présent du colonialisme et de l'esclavage, qui a produit le capitalisme dans lequel on vit et qui a créé aussi la séparation nord-sud, qui a aussi façonné nos sociétés aussi bien sur les plans, enfin à tous les niveaux en fait, sur les plans économiques, géographiques, politiques, culturels, philosophiques et bien sûr du point de vue environnemental aussi. Donc c'est une perspective qui permet une analyse très large et systémique du présent. Oui, vous avez
bien résumé. C'est comment nous pouvons sortir aussi de cette, approche constamment binaire des choses. Vous voyez, même, femme-homme, nord-sud, est-ouest, c'est-à-dire à la fois de montrer les rapports de force, de les mettre vraiment les rapports de domination, comment cette domination, mais de sortir de l'alternative qui nous est proposée par la modernité occidentale, c'est-à-dire le futur sera mieux que le passé, euh, nous allons vers le progrès. Enfin, c'est constamment comme ça dans un binarisme qui fait qu'on n'arrive plus du tout à étudier l'aspect systémique et l'aspect aussi que quelque chose qui se passe là-bas euh, peut nous affecter ici, ou quelque chose qui se passe ici affecte là-bas. Et c'est pour ça que l'esclavage colonial est pour moi un point de départ toujours, parce qu'il met en place toute une série de choses avec lesquelles nous continuons à vivre, mais qui se passent autant à des niveaux évidemment de première forme de prédation et de déshumanisation d'êtres humains, de colorer l'esclavage, c'est-à-dire de faire que l'esclavage ne soit associé qu'à des personnes à la peau noire, donc le racisme, la définition de ce que c'est qu'une femme, puisqu'une femme noire ne sera jamais entièrement une femme dans cette conception. La nature, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire, bon, moi qui viens de l'île de la Réunion, aucun paysage sur la côte n'est naturel, on pourrait dire. Tout a été façonné par l'esclavagisme, les champs de canne, où sont les villes, pourquoi les villes sont là, pourquoi les ports sont là. Quel nom elle porte, donc tout cela, si vous voulez, effectivement, commence l'esclavagisme a trop profondément changé les mœurs en France et en Europe, c'est-à-dire à la fois le goût, les gens sont mis à aimer le café, s'ils aimaient le café, ils aimaient le sucre. Le sucre a profondément transformé la cuisine. On s'est mis à faire des pâtisseries qui n'étaient plus que seulement avec du miel. Le tabac a profondément changé les mœurs. Il a été associé à la masculinité en Europe pour des raisons dont on ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin. Et voilà, ça a transformé la manière dont on voyait la sexualité. Même aussi la maternité, les femmes blanches étaient dites fragiles, modestes, souffrant énormément d'être enceintes et d'accoucher, alors que les femmes noires esclavagisées, elles pouvaient accoucher dans un champ, dans un coin. Enfin, si vous voulez, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire, est-ce que quand j'examine une situation, comment je peux tirer vraiment tous les fils, comment je peux montrer tous ces enchevêtrements qui sont à des niveaux différents, vont fabriquer de la domination et vont fabriquer de la vulnérabilité pour certaines personnes, essentiellement les personnes racisées dans le système d'exploitation, dans la hiérarchie d'exploitation. L'approche décoloniale, elle fait encore couler beaucoup d'encre en France. Vous dites même que c'est considéré comme une infamie. C'est un prisme qui est difficilement concevable par ceux qui ne veulent pas ou ne voient pas le racisme profond qui peut exister en France. Comment on peut expliquer que ça n'avance pas Oui, sur ce point-là? est assez particulière en Europe là-dessus, parce que la résistance, enfin il y a de la résistance dans d'autres pays d'Europe, mais en France, la résistance, elle vient beaucoup de la gauche. Bon, quand ça vient de la droite, on peut dire qu'on n'est pas très étonné. Elle vient évidemment de la droite. La droite est absolument anti-décoloniale, mais elle vient aussi de la gauche. Et c'est ça c'est ça parfois qui est difficile à comprendre en France, puisque la gauche est associée à l'égalité, liberté, égalité, fraternité, à des idées de progrès. Aux luttes contre toutes les formes d'oppression, mais pourtant pas celle-là. D'oppression, et en fait de voir que ça vient de là, que les théories d'émancipation de gauche ont été affectées par le racisme et de l'esclavagisme. Et ça, je pense que pour les Français, c'est une chose très très difficile à admettre, parce que du coup, c'est comme si c'était eux, si vous voulez, qui étaient mis en cause. Et quand je cite souvent la phrase d'Aimé Césaire, disant que nul pays ne peut esclavagiser ou coloniser sans qu'il y ait un effet retour. C'est-à-dire à l'époque, Césaire, dans le discours sur le colonialisme, il disait que le nazisme, cette barbarie sur le sol européen, elle avait été commise, ces formes de barbarie avaient été commises ailleurs. Les camps, les massacres, les génocides avaient eu lieu. Mais ce n'était pas des hommes blancs sur des hommes blancs. Et là, ce qui faisait scandale, dit-il, c'était des hommes blancs sur des hommes blancs. Mais il parlait de ça en disant que c'était un effet retour. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir des lois raciales et des pratiques raciales là-bas sans que ça revienne ici dans
dans la métropole colonisatrice. Et je pense que cet effet retour n'a jamais été profondément étudié en France sur comment même les idéologies émancipatrices ont été donc affectées par le racisme. Que vous ne pouvez pas avoir l'esclavagisme là-bas et ici, on était innocents, il y avait une totale innocence. Je pense que cette profonde résistance est de voir que même cette France républicaine, liberté, égalité, fraternité, a été en fait racialisée. Et même ces notions. Il y a eu du racisme à l'intérieur. Quand des Français vous disent il n'y a jamais eu de loi raciale en France, si, il y en a eu. En France, pas dans les colonies. Sous les rois, il y a eu une police des Noirs qui pouvait arrêter n'importe quelle personne de couleur noire dans la rue. Et ensuite, quand l'esclavage a été aboli en 1794, il est rétabli par Napoléon en 1802, qui rétablit aussi des lois raciales, interdisant notamment les mariages entre personnes blanches et personnes noires en France. Donc on voit, si vous voulez, Napoléon étant une des personnes les plus admirées, une des figures historiques les plus admirées par les Français, on voit bien qu'il y a eu des choses qui se sont passées à l'intérieur même des lois, de la littérature, évidemment, des arts, de la philosophie. C'est-à-dire que c'est rentré profondément dans la structure, dans la construction. Donc c'est pas la question d'être un raciste ou pas, c'est le comment la racialisation est structurellement dans la République, vous voyez, même dans la forme de l'État. Ouais. Il y a une sorte aussi peut-être de mauvaise conscience. Il peut avoir une mauvaise conscience, mais je pense que c'est aussi la difficulté, le refus de penser aux privilèges que ça a donné. Il faut quand même se rendre compte que si vous ne portez pas tel prénom ou tel nom, vous avez d'énormes privilèges. Quand vous envoyez un CV ou quand vous entrez dans un magasin, on ne vous suit pas partout, on ne vous arrête pas à tort et à travers dans le métro ou dans la rue, vous n'êtes pas menacé de mort à la moindre occasion. Enfin, je veux dire, ce sont vraiment des privilèges qui sont donnés historiquement. Ce n'est pas parce que vous avez des talents ou des compétences particulières que vous avez ces privilèges. Ce sont des privilèges raciaux. Et donc, comment déracialiser, comment se déracialiser et se décoloniser est une des premières tâches qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en quoi on a des privilèges. On sait bien même que, si vous voulez, c'est un privilège d'avoir un passeport européen. C'est un privilège. C'est un énorme privilège. On ne peut pas dire ah non, ça n'est pas. C'est un énorme privilège. Même quand vous êtes, par exemple, de classe populaire, le passeport européen, vous vous ferez peut-être arrêter, mais quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que d'avoir un passeport camerounais ou congolais ou péruvien. N'exagérons pas. Donc on voit, si vous voulez, que ces constructions de toute une série de privilèges, ils doivent être constamment, on doit les confronter, on doit voir en quoi tout cela participe à la construction d'un monde profondément inégal et profondément injuste, et où les personnes noires sont absolument les plus pourchassées et les plus harcelées et persécutées. Mmh. Justement, la période de la crise sanitaire qu'on a vécue a permis quand même de révéler de façon assez massive les inégalités liées aussi au confinement, ce confinement qui n'a été possible que parce que certains et certaines les plus exploités et dominés ont été contraints de s'exposer, de continuer à travailler. On a pu voir, j'ai l'impression quand même qu'on en a parlé, mais On en a beaucoup parlé, effectivement. Tout d'un coup, d'ailleurs, oui, tout d'un coup, des journalistes, des universitaires, des politiciens, même des féministes, soudain ont découvert, par exemple, que des femmes faisaient des heures de transport pour venir nettoyer le monde ou servir d'infirmières. Bon, alors, on se dit: «Bon, mieux vaut tard que jamais», pourtant, mais enfin, il y avait des féministes noires ou matérialistes qui avaient dit ça depuis, des décennies, hein. Bon, enfin bon. Mais, la question, c'est qu'est-ce que ça change profondément? Qu'est-ce que ça va changer pour ce travail? Qui nettoie le monde? Ce sont les personnes, racisées. Que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud qui reçoivent tous les déchets des pays du Nord. L'environnement propre du Nord se construit sur le fait que tous les déchets sont déversés dans le Sud, que ce soit les vieux bateaux qu'on envoie à la casse au Bangladesh, que ce soit tous les déchets électroniques qu'on envoie au Ghana, que ce soit enfin des tonnes aussi de tissus, de vêtements qui sont déversés à droite et à gauche.
tous les déchets sont envoyés, on sait bien, il y a eu quelques faits, il y a quelque temps où il y avait par exemple les Philippines qui avaient refusé des cargos entiers, d'ordures qui arrivaient d'Australie ou d'ailleurs. Donc il y a aussi une construction du propre et du sale, qui est, et d'une forme d'hygiénisme qui est vraiment racialisée. Et la crise a montré aussi que, si vous voulez, pour que justement le confort et la protection, heu, de certaines et de certains, elle était possible parce que d'autres étaient mis en danger et parce que d'autres pouvaient être dans des endroits qui n'allaient pas être nettoyés de la même manière. Donc là, on sait aussi qu'à Paris, une grosse partie des Parisiens a pu s'enfuir dans des résidences secondaires avec des jardins et que par contre, ceux qui étaient dans les cités n'avaient pas droit à des parcs, n'ont jamais droit à de parcs de toute façon. Ce que ça a révélé, c'est ce que vous dites, mais ça a révélé aussi toute une structure raciale de l'État qui est en moins bonne santé. Les classes populaires et les classes racisées, qui n'a pas justement accès à la bonne santé, à une saine nourriture, à des visites régulières chez les médecins, chez le dentiste, à des visites, enfin, toutes les choses qui font que vous avez un corps en bonne santé. Et on a vu aussi que les mesures gouvernementales, la mesure, si vous voulez, la mesure de ces mesures, si je peux m'exprimer ainsi, était le corps d'un homme blanc en bonne santé, je sais pas, 30, 40 ans, disons, évidemment sans aucune forme de faiblesse ou de handicap. Et à partir de ce corps, là, de ce modèle, si je puis dire, de cette référence, étaient décidées, les décisions étaient prises. Donc, les millions de personnes qui ne rentraient pas dans toutes ces cases, ces décisions étaient absurdes. Donc, ça a révélé tout cela. Ça a révélé, si vous voulez, que même quand les décisions sont prises, la référence est toujours cet homme blanc, disons 30, 40 ans, jamais trop âgé non plus, en très bonne santé, avec une femme à la maison qui s'occupe quand même de la domesticité, et puis même s'il y a en plus une cuisinière et une nounou, des enfants bien portants, il y a un jardin, c'est possible, s'il n'y a pas de jardin, il y a des bureaux pour que les enfants travaillent, tout le monde est connecté, chacun a son iPad, je sais pas, etc. Donc en fait, tout était un mensonge dès le départ. Dès le départ. Parce que ce soit la classe des confinés ou la classe des non-confinés ou la catégorie confinée, la catégorie non confinée, chacune de ces catégories était traversée par des différences d'âge, de classe, de racialisation, de genre, de sexualité, enfin, tout cela, personne. Et donc, on voit que ça reste ainsi, si vous voulez, cette mesure qui est universalisée, qui est tout de suite rendue universalisante, est toujours celle d'un homme blanc, en bonne santé, dans une vie hétéronormée, et que ça a toujours été cela. Ça a été cela sous l'esclavage, ça a été ça sous le colonialisme, et c'est aujourd'hui sous le capitalisme néolibéral. Et donc, aucune des décisions ne pouvait être juste. Est-ce que justement vous pensez que par la suite on va pouvoir avoir des effets justement de cette visibilisation du travail, de l'entretien, du soin, etc. par les personnes racisées et particulièrement les femmes, ou vous pensez, est-ce que vous avez un espoir que ça Il faudra évolue? continuer à se battre. Je ne pense pas, si vous voulez, que les choses. Je pense qu'il va y avoir un appauvrissement massif à cause des mesures. Je lisais pendant le confinement, je lis aussi souvent des journaux économiques, un peu pour voir comment ça se passe dans la tête de ces gens-là. Et dès le départ, beaucoup avaient compris que c'est le capitalisme digital qui avait une porte d'entrée vraiment très largement ouverte, quoi, une voie largement ouverte, et qui enfonçait. On sait bien que certaines de ces grandes compagnies, je n'ai pas envie de dire leur nom, ont fait des bénéfices énormes depuis janvier, que ce soit pour les réunions en télétravail, que ce soit pour les livraisons. On a vu aussi que le nombre de livreurs a été multiplié par 10, et que donc il y a des nouveaux métiers, si je puis dire, sous-payés, évidemment de totale exploitation, qui ont été mis en place pour soi-disant rendre la vie plus facile. Mais il y a toujours, vous pouvez pas avoir de capitalisme néolibéral sans exploitation.
Vous ne pouvez pas, puisque de toute façon, les actionnaires demandent toujours plus de profit. Donc, il y aura des personnes toujours exploitées. La question, même par exemple, le féminisme d'État ne va pas faire en sorte que les femmes de ménage touchent un salaire décent, puissent avoir une gratuité des transports, une gratuité de la cantine, un accès au médical. Non, je n'imagine pas du tout. J'imagine que c'est quelque chose comme ça qui sert aussi cette forme macroniste du néolibéralisme, le fameux en même temps. Alors d'un côté, oh, nos héroïnes, les femmes de ménage, les infirmières, et de l'autre côté, toutes les mesures qui sont prises, qui privatisent et qui augmentent la précarité. Donc c'est un double langage constant dont je ne pense pas du tout, je pense que seules les luttes vont faire changer. Et le sentiment de lien, d'interaction que les gens ont peut-être mieux, que des catégories ont mieux compris, qu'on dépendait les uns des autres, cette profonde interdépendance, c'est ça qui peut aussi constituer une nouvelle base, un nouvel renforcement des luttes, cette interdépendance entre nos positions différentes. C'est-à-dire que je ne vais pas m'en sortir, moi, dans ma catégorie toute seule ou vous dans la vôtre, mais c'est ensemble qu'on peut, justement parce que la vôtre indique ceci, cela, la mienne indique ceci, cela, et alors, ben tiens, ça se croise ici et là, et ben donc on va trouver des points d'affinité, des points de convergence, comme on aime le dire, et qu'à partir de là, on pourra donc lutter ensemble. Je pense que c'est ça, et qu'on voit que tout l'environnement, la question du travail, la question de la vulnérabilisation, de la précarisation, tout cela est lié, et elle est liée à un niveau de la France évidemment, mais aussi de l'Europe et du monde. Euh, qu'est-ce qui, même quand je lis, si vous voulez, les déclarations très moralistes, maintenant nous allons moins consommer, tout cela. Bon, d'accord, mais comment va-t-on faire pour changer les chaînes de production, comme on dit, pour que justement, pendant des décennies, l'Europe a été hyper contente, que toutes les femmes en Europe, que tous les étés, avant l'été, elles pouvaient choisir elles pourraient acheter 4-5 robes et je ne sais combien de t-shirts pour l'été, qui étaient fabriqués au Bangladesh, au Vietnam, ou en Thaïlande ou en Inde, et donc qui n'étaient pas très chers du tout, on pouvait faire de la fast fashion, et que du coup, on dit ça, et que vont faire ces femmes? Comment va-t-on faire? Je ne veux pas qu'elle continue à travailler dans les conditions où elle travaille, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que l'Europe a continué, le Nord a continué à profiter de tout cela, et maintenant le Nord veut devenir bien moral. Comment le Nord va faire pour que son moralisme ne soit pas encore une question, une justification pour des inégalités, des injustices? Donc, dans votre dernier ouvrage, Un féminisme décolonial, ça permet donc, comme je disais tout à l'heure, de comprendre le présent d'une façon très frappante, puisque vous défendez aussi l'idée que le féminisme doit combattre en même temps le racisme pour ne pas rester cantonné à cette idéologie impérialiste qui perpétue le système d'exploitation dont on vient de parler. Est-ce qu'il vous semble que le mouvement féministe français évolue sur cette question-là, ou est-ce qu'on reste dans un mouvement majoritairement blanc et bourgeois qui sert les dominants? Même si, parce qu'on entend quand même beaucoup parler d'intersectionnalité ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution? Mais l'intersectionnalité, il faut la mettre en œuvre. Il ne suffit pas simplement de la dire, parce que parfois, c'est presque un mot fétiche qu'on dit comme si on donnait une formule de politesse avant de... Oui, il faut avoir un bon point, quoi. Et la mettre en œuvre, c'est difficile, et donc il faut se confronter à ces difficultés. Je pense qu'il y a chez des jeunes femmes aujourd'hui beaucoup plus de sentiments de compréhension du privilège blanc, de la suprématie blanche. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de le dire. Ça va être très difficile. Je pense que nous allons. Je pense que plus de personnes, plus de femmes sont prêtes à ce travail aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10, 15 ans ou 5 ans, même il y a 5 ans, mais que ça va être vraiment difficile. Il va y avoir des déchirements.
quand cette femme blanche à Central Park, il y a 2-3 jours, appelle la police pour dénoncer un homme noir qui ne la menaçait pas du tout, qui fait une fausse accusation en disant que cet homme, vous savez qu'il était en train de regarder les oiseaux, Oui, 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 oui. bon, un birdwatcher à Central Park, et elle dit voilà, elle crie de manière de plus en plus affolée, hystérique à la police. Or, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que cette fausse accusation peut entraîner emprisonnement, lynchage pour cet homme, meurtre. Et donc, je dis ça, c'est parce que il y a là, on voit que la dénonciation du sexisme ne suffit pas. Vous voyez, dans ce cas-là, parce que cette femme, vous voyez, tout de suite, là, c'est une femme. Non, on voit que le racisme est plus fort et que des femmes blanches ont absolument abusé de ce privilège. Elles ont envoyé des hommes noirs au lynchage. Elles ont accusé des femmes noires de vol, de ceci et de cela, de séduire leur mari ou leur compagnon qui, en fait, violait ces femmes noires. Et tant qu'on ne sera pas attaqué à cette complicité profonde, mais profonde, et le fait que c'était un vrai soutien du patriarcat blanc, raciste et impérialiste, les féministes blanches continueront à être blanches, justement. Elles ne sont pas. Le combat antiraciste est le combat d'aujourd'hui le plus important, le plus politique et le plus difficile, tant est ancré dans les mentalités l'idée que finalement, je ne suis pas raciste, le fameux je ne suis pas raciste. Ou je ne vois pas les couleurs. Voilà. La question, mais que vous ne soyez pas raciste, vous ne voyez pas les couleurs, mais écoutez, ça c'est vous qui le dites. D'abord, en général, on ne dit jamais tellement de mal de soi, et d'une part, mais d'autre part, c'est qu'est-ce que vous faites chaque jour contre le racisme ? Chaque jour, là, dans votre vie où vous êtes. Est-ce que, par exemple, dans les repas de famille, s'il y a quelque chose, vous relevez ? Est-ce que dans votre travail, vous avez remarqué que vous êtes blanche et vous avez pu avoir une promotion et que votre collègue qui travaille aussi bien que vous, sinon mieux, n'a pas de promotion ? Et qu'est-ce que vous faites contre ça ? Est-ce que vous avez remarqué qu'une femme voilée, si je sais pas moi, si vous êtes dans un magasin, je sais pas quoi, si elle rentre, elle est traitée de façon. Comment vous vous êtes élevé contre ça ? C'est qu'est-ce que vous faites chaque jour ? Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants ? Est-ce que vous leur faites lire des histoires qui ne sont pas simplement des histoires de héros blancs formidables et où l'Afrique est un continent, je sais pas moi, d'éléphants et de girafes ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour déracialiser autour de vous et vous-même d'ailleurs, pour commencer ? Donc c'est ce travail, je pense, qui est difficile parce que le travail de décolonisation, pour nous même, pour nous venant des mondes colonisés et racisés, c'est aussi un travail un processus qui est extrêmement important à entreprendre et qui est difficile parce que on a des siècles dans la tête qui sont rentrés, où il a fallu redécouvrir l'histoire de l'Afrique, que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à l'histoire de l'esclavage. Il y a eu quand même des choses qui sont passées avant et après, que c'est un vaste continent, que c'est pas un pays. Mais même des tas de choses, si vous voulez, des tas d'histoires qu'on ne sait pas. Ensuite, l'école ne nous apprend rien, les médias, pas grand-chose non plus. Donc on grandit dans beaucoup, il faut se défaire de beaucoup de choses et faire un énorme effort pour apprendre à parler autrement, à écouter, à être beaucoup plus dans le respect. Donc oui, ça va être un vrai travail parce que le néolibéralisme, il vous offre aussi, il vous offre l'individualisme fortement. Et c'est très séduisant, c'est très séduisant. Oui, parce que le droit des femmes, il continue à progresser, notamment sur le dos du travail de certaines femmes. Bien sûr. Quand on peut accéder à la parité, des salaires, etc. Mais en plus, donc du coup, la catégorie, les droits des femmes, tout ce qui pouvait avoir une dimension radicale dans cette expression a été enlevé. La parité avec qui, sur quoi, l'égalité avec qui, sur quoi, tant qu'il y a le racisme et le capitalisme ou l'impérialisme, le colonialisme, comment on va faire pour qu'il y ait l'égalité. Ensuite, la division
toutes les femmes sont sœurs, et tous les hommes sont des bourreaux et toutes les femmes sont des victimes. Non, 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 il y a des hommes, les hommes sont racisés et donc les hommes racisés sont des cibles, sont des cibles données et les femmes blanches sont complices, que ce soit aussi ici. L'islamophobie a été portée comment par des femmes, par des féministes en France. Et elles ont été les plus comment dire? Les plus actives dans ces campagnes. C'est elles qui ont complètement fait circuler l'idée qu'une femme qui porte un voile est une femme soumise, opprimée, que c'est son frère et son père, qui l'oppriment, et toutes ces notions de tradition et de modernité cette opposition entre tradition et modernité qui est totalement idiote. Elles l'ont portée, c'est comme si les droits des femmes, c'était la conception européenne de ces droits qui était la conception pour toutes les femmes. Et donc c'était aux Européennes blanches de dire ce qui était bon pour toutes les femmes du monde. Eh ben non, c'est pas possible, ça c'est la décolonisation, c'est aussi de se réapproprier nos histoires, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des femmes qui ont toujours lutté dans le Sud, dans ce qu'on a appelé avant c'était le tiers-monde et puis après le Sud, dans le Sud global. Elles ont toujours lutté, qu'il y a eu de grandes réunions de femmes dans les années 40-50, bien avant qu'il y ait la décennie des Nations Unies, qui réunissaient des femmes d'Afrique et d'Asie, et parfois avec des femmes des Caraïbes, et que les femmes du Sud ont toujours pensé, ont toujours absolument pensé et élaboré une théorie d'émancipation qui ne se limitait pas à cette question de parité. Mais on ne connaît pas ces histoires. Et Non, d'ailleurs, enfin, sauf erreur de ma part, il me semble qu'à l'université française, il n'y a quasiment pas de département d'études postcoloniales. pratiquement pas, non, pratiquement pas. Il y a aussi Et vous n'avez jamais eu de poste en France, Non. je crois? Non, jamais. Jamais. Quand je suis revenue, moi j'avais eu d'autres métiers, mais quand je suis revenue avec un doctorat de l'université de Berkeley, qui Ouais. est bon, Quand même assez réputé. en général dans les journaux français, quand vous voyez ça, c'est l'université prestigieuse de Berkeley, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein, tous les processus, je sais pas, les inscriptions ci, les inscriptions ça. J'ai passé une habilitation à diriger des recherches. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans le système français. Et j'ai postulé, j'ai été retenue, et chaque fois, à la dernière minute, je n'avais pas le poste. Si vous voulez, au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas que moi. J'avais très souvent beaucoup plus publié que les autres candidats, et déjà publié en anglais et en français. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose, parce qu'on m'offrait des postes dans des universités qui étaient de bonnes universités, donc je me disais, ça peut pas être que moi, quoi. C'est pas mon travail qui est. Donc oui, je pense que non, la France, c'était pas possible, ça n'a pas été possible. Donc vous dites qu'on ne peut pas être féministe sans s'intéresser sans relier les causes entre elles, sans relier les causes de l'environnement, d'exploitation, du racisme, de l'extractivisme, etc. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous avez relié les causes entre elles? Quel a été votre cheminement intellectuel? Je pense que c'est vraiment d'avoir grandi à l'île de la Réunion, dans un milieu intellectuel, anticolonialiste. Mes parents étaient des communistes anticolonialistes, féministes, qui nous encourageaient à lire, à nous poser des questions beaucoup sur le monde. Donc on n'était pas du tout, par exemple, on passait pas notre temps à penser à la France ou à parler de la France. On entendait parler de Cuba, de l'Angola, des luttes au Mozambique, des luttes en Inde, des luttes en Chine, évidemment de la lutte au Vietnam, anti-impérialiste. Donc on avait une idée que le monde était beaucoup plus vaste que cette petite colonie départementalisée. Mais aussi, j'avais une autre éducation à la maison que celle que je recevais à l'école, qui était totalement franco-française, totalement détachée de la réalité qui était autour de moi. Et mes parents nous emmenaient partout aussi, c'était un principe chez eux. Donc on voyait des tas de milieux sociaux. On jouait avec les enfants de différents milieux et on avait comme ça très, très tôt accès, enfin on voyait ce qui se passait autour. Moi j'ai vu très, très tôt l'incroyable pauvreté dans laquelle l'État français colonial maintenait les gens, le racisme, l'incroyable violence raciste, sexiste qui s'exerçait. Et ce qui fait que ça n'a pas été une découverte universitaire pour moi. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai découvert à l'université ou dans mes livres, mais que j'ai découvert autour de moi, quoi. Il y avait des choses qui m'étaient
que je voyais et puis si je comprenais pas, qui m'étaient expliquées. Hem, on lisait, je vous ai dit, on lisait beaucoup. Mes parents recevaient énormément de journaux du monde entier. Donc on lisait des moi je me souviens d'avoir lu des journaux cubains, par exemple, en langue française, hein, mais quand je sais pas, j'avais 12 ans, je lisais, ce qui se passait ce qui se passait à Cuba et donc je pense que c'est ça, c'est cette, d'abord, d'avoir grandi dans une famille où la question de l'injustice et du racisme était absolument constamment, et mes parents étaient très attentifs, très, très attentifs, s'ils trouvaient s'ils voyaient un de leurs enfants dont ils trouvaient qu'on avait fait une remarque un peu trop, comme ça, même si on disait qu'on plaisantait, mais qui était, je sais pas du tout pas du tout, justifiable, eh bien, on était repris tout de suite. Tout de suite. Beh, votre famille, à La Réunion est assez, connue, il me semble. Oui, Est-ce oui. que, ça a été, c'était comment d'être dans une famille un peu, réputée de La Réunion? Vous en avez subi des conséquences? Oui, 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 parce que c'est toujours une société très coloniale et ce que j'ai aussi donc compris, très tôt, c'est que l'État est pas du tout seulement bienveillant et protecteur. L'État a la police, l'armée, le tribunal et les médias, comme bras armés et n'hésitera pas à s'en servir. On était des enfants quand mon père est allé en clandestinité, on était des enfants, j'étais encore toute petite fille et bon, c'était la police qui débarquait, tout ça, on était suivis tout le temps. Ma mère était menacée, menacée de mort, tout ça, enfin, il y avait vraiment c'était très tendu et je me souviens, que 2 ans plus tard, dans une conversation, des personnes de la petite bourgeoisie disant: «Oui, mais enfin, tu comprends, tes parents n'auraient pas dû faire ça». C'est-à-dire que la compréhension n'était la manière de comprendre, c'était pas que c'était l'État qui était responsable de ça. On ne fait pas ça à des enfants. On ne fait pas ça à personne, mais pas mon père n'avait fait que protester contre la torture en Algérie, il n'avait pas commis un crime et que donc c'était nous et donc j'ai compris plus tardivement, hein, pas sur le moment, parce que sur le moment, ça m'a complètement choquée, tardivement que c'est l'État peut complètement vous discipliner au point où c'est vous-même qui allez, faire la police avec les autres, voyez? Ne te fais pas remarquer. Pourquoi tu te fais remarquer? Tu vas perdre ton travail, mais si tu étais plus sage et donc cette politique de la respectabilité, d'une respectabilité selon les normes, évidemment, de la société patriarcale raciste, ça j'ai compris aussi et il y a eu évidemment des oui, j'ai grandi, avec un énorme racisme contre mon père parce qu'il était, métis vietnamien, oui, oh là là, oui, bien sûr, ça a pas toujours été, mais de l'autre côté, aussi, une forte expérience de la solidarité, une incroyable solidarité, de gens extrêmement d'une générosité formidable. Donc c'est des expériences un peu, évidemment plurielles, mais ce dont j'ai retenu, c'est l'État. C'est pas, hem et c'est aussi quelque chose qui vous écrase. Qui fait que, par exemple, la espèce de confiance que ce féminisme étatique a envers l'État ou ce féminisme bourgeois m'est tout à fait étranger. Je ne vois pas pourquoi, je veux dire, je ne vais pas me tourner vers l'État pour demander sa protection, puisque je sais que l'État est raciste, patriarcal, sexiste, homophobe et cetera. Donc je sais que si les choses, comment dire? Les protections, les formes de protection ont été obtenues que par des luttes. Si, le travail de 8 heures par jour, les femmes qui pouvaient mais ça a été obtenu par des luttes. Ça n'a jamais été l'État qui s'est dit: «Tiens, on va quand même faire en sorte que les femmes travaillent pas 15 heures par jour ou les hommes, 20 heures par jour». Jamais, jamais. Le les allocations familiales, c'était des luttes, et en même temps, il faut justement faire attention parce qu'il y a des lois protectives de l'État qui se retournent contre les femmes. On le sait, ou les lois on le sait par exemple pour les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, les lois qui se disent protectives, les lois féministes protectives sont des lois en fait qui se retournent contre les travailleurs et travailleuses du sexe. Ouais. Pendant le temps qui nous reste, je voudrais bien vous entendre parler un petit peu d'écologie.
On a entendu depuis ces derniers mois, peut-être aussi depuis la sortie du livre de Malcolm Ferdinand, Mmh. Une écologie décoloniale. Donc, on a entendu parler de cette approche, voilà, décoloniale de la crise écologique aussi. En France, on ne peut que constater que les personnes racisées sont largement exclues de ces débats-là, alors qu'elles sont les principales personnes touchées par les pollutions, le racisme environnemental, etc. Mais voilà, l'écologie semble quand même manquer de cette approche qui tient compte des rapports de domination dont on vient de parler Moi, je trouve largement. l'écologie en France très, très blanche, oui, très blanche, très Est-ce que bourgeoise, très, très vous avez blanche, très fréquenté un peu bourgeoise. ces milieux écolos? Non, et si vous voulez, par exemple, moi, je suis quand même frappée que, tous ces grands partis écologistes français n'ont jamais été à l'avant-garde de la lutte pour le chlordécone, pour Oui, la voilà. réparation à propos du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, qui ont ce pesticide qui a dévasté ces terres et ces peuples, mais pour des générations. Jamais non plus, ils n'ont jamais été à la pointe des luttes pour les réparations, des conséquences des tests nucléaires dans les îles du Pacifique et qui font qu'il y a des enfants qui naissent avec des leucémies aujourd'hui. Qu'il y a des atolls qui menacent de s'effondrer avec des déchets nucléaires à l'intérieur, que des lagons ont été détruits. Je l'ai entendu mener. Je ne les vois pas non plus à la pointe des luttes contre la montagne d'or en Guyane. Et on pourrait lister, on pourrait faire des choses. On sait que le 93 est en France le département le plus pollué. Et on sait que, si vous voulez, non, et je les trouve absolument, la question de l'esclavage, la manière dont l'esclavage a transformé, les terres, le commerce, les goûts, enfin toute cette écologie, on pourrait dire cet écosystème, l'écosystème esclavagiste dont parle Malcolm Ferdinand, mais il y a pas un mot. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, alors là, il faudrait, bon alors les villes vertes, d'accord, mais pour qui? Tout le monde? Ou juste pour les bourgeois du 4e arrondissement? Tout ça me semble vraiment, des trucs de bourgeois, mais hors sol en plus, vraiment pas du tout, parce que venir de la bourgeoisie en soi, il y a quand même des bourgeois révolutionnaires ou des bourgeois qui participent aux luttes, donc c'est pas ça la question. C'est vraiment de nouveau, si vous voulez, la mesure, la référence pour eux, c'est eux. C'est leur vie, avec un peu une maison peut-être à la campagne, la possibilité d'avoir un panier bio, toutes les semaines, que les enfants mangent bien leurs carottes et leurs, et leurs brocolis, mais tout ça est absolument, c'est grotesque. Il y a un côté grotesque. Parce Il y a un qu'en côté plus, vraiment obscène, des je trouve. mesures écologistes peuvent renforcer encore les inégalités Bien en sûr, délogeant des personnes, en renforçant en délogeant des ouais. personnes, on sait bien que l'histoire des parcs, la bon, il y a eu des études là-dessus, les grands parcs nationaux sont en général contre les peuples indigènes qui y vivent ou les manières de vivre dans ces espaces parce qu'il faut offrir aux touristes blancs une idée ou aux touristes bourgeois, une idée de ce que c'est que la nature. On voit, si vous voulez, que oui, il y a quelque chose qui si on ne prend pas en compte, vraiment profondément, cette question, oui, ça reste moi, je me suis intéressée à partir de cette question de déchets parce que, c'est mon intérêt, vous savez, pour qui nettoie le monde? Qui le nettoie? Bon, les femmes, évidemment racisées, mais aussi donc les peuples sur qui on décharge et en fait, les premières études qui avaient été faites, notamment aux États-Unis, avaient été faites par un consortium d'églises noires qui avait montré, mais je vous parle dans les années 80, il y a très loin, il y a vraiment les tout débuts, qui avait montré que toutes les industries chimiques polluantes étaient à côté de quartiers africains-américains. Donc c'est une vieille histoire, les écolos, ils n'ont rien découvert. Bon, évidemment, les peuples indigènes aussi, tout ce qu'ils ont lutté, toute leur lutte. Et bon, alors après tout, ils peuvent arriver maintenant et dire quelque chose, hein, mais ça me semble toujours absolument eurocentré, totalement eurocentré, pas de conception, vraiment, antiraciste et anticapitaliste, pas du tout de notion, pas de notion du travail des femmes, c'est toujours de toute façon des bonhommes qui parlent. Hem Et puis, aussi, si vous voulez, ce lien que font des peuples indigènes et que maintenant certaines, féministes en France font entre, l'interdépendance dans laquelle nous vivons avec ce qu'on appelle la nature, avec l'eau, la terre, les arbres, les animaux
Donc tout ça, évidemment, ça m'intéresse beaucoup, mais je veux dire encore pour moi, c'est vraiment ça part du fait de cette notion de ce qui est propre et de ce qui est sale et de comment ces notions sont liées, au colonialisme, au racisme. Comment la ville indigène était dite sale, la ville européenne était propre. Toutes les campagnes médicales d'hygiénisme dont on sait qu'elles sont de classe, raciale, genrée. Donc ces conceptions du monde sain, qui s'appuie toujours, ce monde sain avec les petits oiseaux qui chantent et les enfants qui courent avec les poules, c'est parce que de l'autre côté, derrière, il y a pas d'oiseaux qui chantent parce qu'il y a trop de pesticides, la rivière est totalement polluée et les enfants, ne peuvent pas jouer avec les poules. Donc c'est comment, va-t-on construire? Alors quand j'entends dire: «Oui, la justice environnementale et la justice sociale», mais ça me paraît un vœu pieux parce que ça voudrait dire un tel renversement profond, profond, profond au niveau planétaire. Au niveau planétaire. Donc et de dire aujourd'hui: «Bon, donc de toute façon, c'est l'écologie maintenant», mais ça, comment ces écologistes répondent à l'incroyable violence, d'un capitalisme pratiquement déchaîné, quoi, qui basait tout sur l'extractivisme. Hem et d'un capitalisme qui est prêt à avoir une partie, verte, Oui, bien sûr. Qui n'attend que ça, en fait. qui n'attend que ça, Pour se qui renouveler, ils sont pour pas oui, refleurir, ouais. ces gens, ils ont quand même des think tanks où il y a des centaines de gens, qui sont très, très diplômés, qui passent leur temps à cogiter sur comment mieux faire. On sait bien que les grandes compagnies pétrolières sont engagées dans la recherche d'énergie propre, comme on dit, depuis longtemps. C'est donc la question, c'est que, le capitalisme, il nous amène constamment au bord de l'abîme et puis après il y a des tas de gens qui meurent. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça, c'est un peu la vie. Et puis, il y a toujours une solution technologique qui est proposée pour sortir de là, avec des milliards qui sont dépensés et qui tombent dans leur poche. On sait bien qu'après 2008, c'était des milliards et des milliards qui sont allés dans la poche des banques. Donc on est face à ces ennemis absolument implacables et il y a un discours écologiste en France qui me semble totalement en deçà de cette violence, de ce que Achille Mbembe appelle le brutalisme. C'est-à-dire cette brutalité intrinsèque, ce déchaînement de brutalité, qui est là dès le XVIe siècle et qui n'a que fait que continuer et qui redouble aujourd'hui, parce que les outils d'expansion sont encore plus vastes. Ouais. Après ce tableau quand même assez assez sombre, quel espoir vous avez pour l'avenir? Comment est-ce qu'on peut arriver à lutter pour, repenser, les fondations de nos sociétés, des fondations qui ne reposeraient pas sur cette violence? Mais moi, ce qui me frappe, c'est justement toutes les luttes qui ont lieu, que par exemple, il y a eu Standing Rock, ou il y a eu d'autres luttes des peuples amérindiens, partout ou en Inde aussi, qui empêchent un barrage de se faire, qui empêchent une forêt d'être détruite, une forêt sacrée. Donc c'est un combat. Moi, la question pour moi, c'est pas tellement optimiste, pessimiste, c'est que, hem, seule la lutte les fait reculer. Seule la lutte. Mais une lutte qui doit être bien pensée, une lutte qui doit justement penser le plus possible, toutes ces choses en réseau, comment elles sont enchevêtrées et dans le plus grand respect, de toutes les personnes. Moi, c'est de partir des luttes des personnes les plus vulnérabilisées, les plus précarisées. Je suis, si vous voulez, cette expression de Ruth Wilson Gilmore qui est que le capitalisme racial, c'est la fabrication d'une vulnérabilité différenciée à une mort prématurée, me semble très, très juste. Cette mort prématurée, bon, on l'a vu même en France, si vous voulez, au moment de la discussion sur les retraites, que vous aviez des métiers où les gens, ils avaient 10 ans de moins de vie, de vie en moins. C'était tout simplement comme ça, à cause de leur métier. Donc déjà, on voyait bien que mais en plus, si vous êtes racisé, c'est encore plus. C'est le résultat. Donc, on doit partir de là et il me semble que ça, énormément de personnes en sont conscientes et il y a des luttes. En France,
et ailleurs. Il y a une vraie conscience de ça. En Martinique, quand même, les luttes contre la pollution au chlordécone sont quand même, elles sont là, avec comment revenir à des jardins, ce qu'on appelle les jardins créoles, comment revenir à des manières de cultiver différentes. Donc il me semble que ça, c'est là de plus en plus, avec une grande conscience, aussi des choses en face. En face, quand je dis que c'est la brutalité, le fait que les Israéliens déracinent des oliviers, détruisent les cours d'eau, mais c'est vrai que les États n'ont pas peur de détruire la nature. La nature n'existe pas. La nature, selon cette idéologie, c'est comme les gens, elle est disposable, elle est jetable. Elle est, c'est, et puis, si ça repousse pas, on fera pousser d'autres choses. On fera pousser des palmiers à huile. Il n'y a pas d'importance. Ou des eucalyptus, ou je sais pas quoi. Ça n'a aucune importance. Puis on aura des jardins pour nous. On aura des jardins pour les riches. Donc je pense, quand vous me demandez si je suis oui, je pense que ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tous ces assauts à la dignité, au respect, les gens résistent formidablement et développent tous les jours formidablement des choses nouvelles. C'est ça que je trouve absolument dans un contexte de si grande violence, que cette capacité de résister et cette inventivité, on l'a vu dans les manifestations, notamment, et aussi dans cette profonde capacité de lier plusieurs choses. Quand dans les manifestations contre le féminicide au Chili ou en Argentine, les féministes liaient ça aussi à la question du droit des peuples indigènes à la terre, contre les mesures néolibérales. Donc c'était pas simplement, vous voyez, la question de quand vous aviez ce chant des féministes mexicaines disant: c'est toi le violeur, l'État, le juge, le policier. On voit bien, c'est pas simplement une question de simplement, voilà, les hommes bourreaux et les femmes victimes. Donc oui, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font en ce moment. Il y a un moment très, très fertile, très passionnant, très, très passionnant. Très dur, mais très passionnant. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup à Françoise Vergès pour notre conversation. Pour soutenir Présage, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et me mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.